Salam alaikum, marhaba bikoum. C'est un grand jour. On va entamer, Inch'Allah, cet atelier intitulé l'imagerie des sacro-iliaques dans la SPA. C'est un complément du premier atelier qui était l'imagerie du rachis dans la SPA. Et comme c'est professeur Msar qui était derrière toute l'organisation de cet atelier, donc je lui cède la parole pour commencer. À toi la parole, cher ami. Merci beaucoup, cher ami. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes les bienvenus pour cet atelier, deuxième atelier de la SER, organisé par la SER. Nous vous remercions de votre participation. Nous souhaitons les bienvenus de ceux qui sont, ou celles qui sont venus de Orkaza, donc de Marrakech, Tanger apparemment et de Fès. Et voilà, donc sans trop tarder, on va donner la parole à Madame Zahir qui va nous parler. Nous remercions les laboratoires Hikma et le laboratoire Jensen pour leur participation. Et j'ai le plaisir de co-modérer cette session avec mon ami, mon maître, professeur Janani. Et voilà, donc sans trop tarder, on va donner la parole à Madame Zahir qui va nous parler de la radiographie conventionnelle et le scanner dans les sacro-iliaques, des sacro-iliaques dans l'aspect de l'arthrite. À vous la parole. Merci Madame Star. Salam, bonjour tout le monde. Donc, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie l'association ACER à travers professeur Janani et professeur Star pour m'avoir choisi donc, pour traiter ce sujet. C'est la radiographie conventionnelle et la TDM sacro-iliaque dans la spondyloarthrite. Donc voici mon agenda. Donc après une introduction, je vais faire un petit rappel anatomique. Je vais parler sur la radiographie, l'intérêt de la radiographie et la TDM dans la sacroiliaque. Je vais parler aussi sur les lésions élémentaires dans la sacroïlite rhumatismale, les diagnostics différentiels avant de conclure. Donc, vous connaissez très bien les critères ASAS, des spondyloarthrites axiales. Donc, on a deux portes d'entrée dans les critères pour le diagnostic de sacroïlite rhumatismale, de SPA axiale, pardon. Il y a la sacroïlite en imagerie, en association avec les manifestations des spondyloarthrites, ou la HLA B27. Donc, pour la sacroïlite en imagerie, la sacroïlite, elle est soit radiographique, répondant aux critères de New York modifiés, soit sacroïlite inflammatoire à l'IRM. Donc, vous connaissez l'histoire naturelle de spondyloarthrite axiale. Elle passe par deux phases. Une phase non radiographique qui illustre l'œdème ou l'inflammation dans la spondyloarthrite axiale. Et la deuxième phase, c'est la phase radiographique qui est marquée par les érosions et l'ankylose. Donc, pour passer de stade non radiographique au stade radiographique, il nécessite du temps. Il nécessite du temps. Il y a une moyenne de 7 ans, pour le délai diagnostique, pour passer de la phase inflammatoire à la phase donc, radiographique qui est marquée par les érosions et donc l'ankylose. Un petit rappel anatomique. Voilà l'articulation sacroiliaque. Elle est constituée de deux parties. Partie antérieure, articulaire, en forme de C ou L inversée, avec convexité antérieure et concavité postérieure, et une partie postérieure ligamentaire. Voilà l'articulaire en coupe anatomique, ça en coupe axiale. Voilà la partie antérieure. On voit très bien le cartilage en et la partie postérieure ligamentaire. Voilà une coupe coronale qui passe par l'articulation. Voilà, les blanchâtres, c'est le cartilage, c'est l'articulation sacroiliaque. Donc, pour schématiser l'articulation sacroiliaque, en coupe sagittale, voilà l'articulation, forme de C et L. C'est la partie antérieure de l'articulation cartilagique. Et la partie postérieure et ligamentaire. Donc, en coupe axiale, voilà, en vue supérieure,
la partie, voilà l'avant, voilà l'arrière du bassin. Voilà l'articulation sacro-iliaque, elle est serrée. Voilà la partie cartilagineuse. Et la partie postérieure, elle est ligamentaire. La partie ligamentaire, elle est constituée par le ligament interosseux et le ligament sacro-iliaque postérieur. Et en avant, ça en arrière. En avant, on a le ligament sacro-iliaque antérieur. En vue antérieure, donc vous voyez que l'articulation sacro-iliaque, elle est tapissée en avant par les ligaments. On a le ligament hélio-lombaire en avant et bien sûr le ligament sacro-iliaque antérieur. En vue postérieure, on a deux ligaments. On a le ligament, comme on a vu, le ligament hélio-lombaire en haut et le ligament court et lent sacro-iliaque postérieur. Un mot sur la biomécanique. L'articulation sacro-iliaque est responsable de la transmission des forces de contrainte de rachis vers le membre inférieur et vice-versa. Ces forces de contrainte sont localisées à la partie moyenne de l'articulation sacro-iliaque. Elle est responsable aussi de la transmission des forces de cisaillement. Donc toujours, elles sont maximales à la partie moyenne de l'articulation sacro-iliaque, mais aussi au niveau de la symphyse pubienne. Ces forces de contrainte sont majorées en cas de l'hyperlordose lombaire. Pour les forces de cisaillement, sont majorées surtout en cas d'inégalité des membres inférieurs ou au cas d'une activité sportive qui se base sur des sauts monopodales. Donc, on revient à nos critères, ASAS, et on va détailler la sacroïlite radiographique. Donc, et on va voir en détail ces sacroïlites radiographiques. Donc, on commence par la radiographie. Comme on a vu dans les critères, la sacroïlite radiographique doit répondre aux critères New York modifiés. C'est quoi ce critère, ces critères de New York modifiés? Voilà, les critères radiographiques. On doit avoir une sacroïlite grade 2, au-delà de grade 2 en bilatéral, ou une sacroïlite grade 3 ou 4 en unilatéral. Donc, voilà un rappel sur les différents stades de sacroïlite radiographique. Vous connaissez très bien cette classification. Le stade 0, sacroïliaque normal. Stade 1, pseudo-élargissement des berges par déminéralisation. Le stade 2, elle est marquée par des érosions des berges et flou de l'interline donnant un aspect irrégulier en timbre de poste. Et le stade 3, elle est marquée par une condensation des berges des sacroïliaques. Et le stade 4, c'est l'ankylose articulaire. Donc, si on veut schématiser la radiographie, la radiographie standard, la radiographie du bassin incidence sacroïliaque, on peut schématiser l'articulation sacroïliaque comme un coup de raquette avec une partie latérale, une partie médiale et le manche de raquette qui est le pied de l'articulation. Donc, en coupe sagittale, voilà, on traite dans la radiographie du bassin cette partie-là, partie inférieure de l'articulation sacroïliaque. En coupe sagittale, la partie latérale correspond à la partie antérieure de l'articulation. Et la partie médiale correspond à la partie postérieure de l'articulation sacroïliaque. Donc voilà une incidence sacroïliaque. Voilà le coup de raquette avec la partie latérale antérieure, la partie médiale postérieure et le pied de la sacroïliaque. Donc, juste un rappel sur l'imagerie sur la radiographie des différents stades. Voilà le stade 0, donc sacroïliaque normal. Le stade 1, voilà, stade 1, on a un pseudo-élargissement articulaire avec un flou articulaire. Stade 3, on a l'aspect irrégulier de l'articulation, surtout de la berge iliaque. Et le stade 3, c'est la condensation sous-chondrale. Si vous remarquez, la condensation elle est maximale en sous-chondrale et elle est dégressive vers l'os normal. C'est caractéristique de condensation inflammatoire. La condensation, elle est maximale elle est maximale en sous-chondrale parce que la réaction cytokinique elle est maximale en sous-chondrale et s'atténue
vers l'os normal. Donc, et voilà l'ankylose articulaire. On peut avoir soit une ankylose transarticulaire totale, soit partielle. C'est quel stade? Condensation secondrale. C'est stade 3. En bilatéral. Alors, quel stade? Stade 3. Ça c'est à droite, l'autre droite. Et ça, c'est à gauche, c'est stade 2. On note une petite condensation quand même des berges. Donc, stade 2, 3 à gauche et stade 3 à droite. Et stade? On note les régularités. C'est stade 2 en bilatéral. Donc, vous voyez, on peut avoir une discordance entre les lecteurs. Je peux interpréter une sacroïde comme stade 2. Une autre personne, elle peut l'interpréter comme stade 1 ou stade 3. Donc, une étude était faite. Ils ont évalué la concordance entre les lecteurs pour interpréter une radiographie du bassin. Ils ont trouvé une concordance modérée. Et ils ont suggéré ils ont mis en question la sensibilité et la reproductibilité de radiographie du bassin standard. Donc, on passe à la tomodensitométrie. Les lésions qu'on voit à la radiographie sont presque les mêmes lésions qu'on voit à la tomodensitométrie, mais avec une finesse dans la lecture. Et la tomodensitométrie, parmi les avantages de la TDM, elle permet la réalisation des coupes dans les différents plans de l'espace. Donc voilà, on peut réaliser dans le scanner, on peut réaliser des coupes soit dans le plan coronal, oblique. Pourquoi oblique? Parce que le sacrum il est oblique, en bas et en avant. On peut réaliser soit des plans coronal obliques, soit des coupes axiales obliques. Donc voilà la première coupe, d'arrière en avant. La première coupe, elle passe par la corne supérieure qu'on a vue au début dans le rappel anatomique. Elle passe en haut par l'articulation et en bas par la partie ligamentaire. Donc voilà en schéma. Ça c'est la partie supérieure, c'est la corne supérieure et la partie postérieure, c'est la partie ligamentaire. Et voilà l'illustration scanographique. Deuxième coupe, c'est une coupe qui va passer par la corne supérieure, la corne inférieure et une partie médiane ligamentaire. Donc voilà l'illustration schématique. La partie supérieure articulaire, la partie inférieure aussi articulaire et la partie médiane ligamentaire. Et voilà l'illustration scanographique. Articulation en corne supérieure, corne inférieure et partie ligamentaire moyenne. La troisième coupe, c'est la coupe qui va passer en pleine articulation. On ne va pas passer par la partie ligamentaire. Voilà, on voit juste l'articulation sacro-iliaque. Voilà l'image scanographique. C'est la coupe de référence pour interpréter les lésions inflammatoires de sacroïlite dans le cadre de spondyloarthrite. On peut avoir une quatrième coupe. C'est la coupe qui va passer par la partie tout antérieure de l'articulation sacro-iliaque sans prendre le sacrum. Voilà, c'est cette coupe-là. On va prendre la partie tout antérieure de l'articulation en l'absence de sacrum. C'est la coupe de référence pour interpréter tout ce qui est mécanique, dégénératif. Donc ça, pour le plan coronal, on a vu les 4 coupes. Coupe des cornes, coupe transitionnelle, la coupe du corps et la coupe antérieure. Pour le plan axial, on a 3 coupes. La coupe qui va couper la partie supérieure donc de l'articulation sacro-iliaque, qui va passer par la partie antérieure articulaire et la partie postérieure ligamentaire. Donc, pardon, ici.
c'est la partie antérieure articulaire et la partie postérieure ligamentaire. La deuxième coupe, la même chose. Elle va prendre grande partie de l'articulation sacroiliaque et la partie postérieure, c'est la partie ligamentaire. Pour la troisième coupe, c'est la coupe de corne inférieure. Elle va prendre l'articulation sacroiliaque en totalité. Elle est sagittale dans le couple, elle est purement sagittale dans le plan axial. Voilà. La coupe, c'est la coupe qui passe par la corne inférieure. On a l'articulation, juste l'articulation. Donc, on passe aux lésions élémentaires de sacroïlite rhumatismale. D'abord, on a les érosions. Voilà les érosions à la radiographie standard. Les érosions sont floues. Les érosions sont floues et sont profondes. Voilà en coupe scanographique les érosions. Ça, c'est quelle coupe? Oui, corona qui passe par. Oui, parce qu'on voit l'articulation sacroiliaque en totalité. Donc, on voit les érosions. Voilà, les érosions. Elles sont profondes et floues, à limite floues. La deuxième lésion élémentaire, c'est l'hyperostose sous-chondrale ou la condensation sous-chondrale. Voilà, on voit la condensation à l'incidence sacroiliaque. Comme on a dit, elle est maximale en sous-chondrale et à limite floue. C'est caractéristique de tout ce qui est rhumatismal ou tout ce qui est inflammatoire. Voilà, en coupe scanographique, c'est la coupe qui va passer par. C'est-à-dire, on voit la totalité de l'articulation. Donc, c'est la coupe coronale du corps oblique qui a passé par le corps du sacrum. Donc, vous voyez la condensation sous-chondrale à limite. Comment sont les limites régulières? Sont floues les limites de la condensation, sont d'épaisseur variable. L'intensité de l'inflammation ici, c'est pas comme celle-là, c'est pas comme celle-là. Donc, pour les caractéristiques, voilà une autre coupe entre une condensation à limite floue avec des érosions. Donc, l'hyperostose sous-chondrale ou la condensation sous-chondrale dans la sacroïlite rhumatismale, elle est étendue à berge floue et elle est modérément dense, pardon, à la différence de tout ce qui est dégénératif ou mécanique. Et voilà l'ankylose transarticulaire. On a disparition de l'intérieur total, qui peut être soit totale, soit partielle. On passe au diagnostic différentiel. Donc, il y a plusieurs diagnostics différentiels de l'atteinte des sacroiliaques dans le cadre de rhumatismal, mais je vais se focaliser sur tout ce qui est dégénératif, parce qu'il est 2 fois plus fréquent de tout ce qui est rhumatismal. Donc, vous vous rappelez cette schéma-là. On a dit que la surcharge des sacroiliaques, ou la surcharge mécanique, elle est surtout localisée à la partie moyenne de l'articulation sacroiliaque. Et même ici, dans les forces de contrainte, ça dans les forces de cisaillement. Donc la surcharge, elle est intense à la partie moyenne de l'articulation. Et surtout à la partie antérieure de l'articulation. Donc la condensation ou la surcharge mécanique, elle est maximale à cet endroit-là, au segment moyen et à la partie antérieure. Il y a une prédominance de surcharge. Ce n'est pas exclusivement à la partie moyenne, mais il y a une prédominance au niveau de la partie antérieure, au segment moyen. Donc voilà, en schéma, ça c'est la condensation. Elle se focalise à la partie antérieure de segment moyen. Et voilà la coupe en coupe coronale. Voilà la condensation. Elle est maximale à la partie antérieure de l'articulation.
Ça, en coupe coronale, en coupe axiale, la condensation, comme on a dit, elle est maximale à la partie antérieure avec des ostéophytes et vide, voilà, elle est dense. Elle est dense et le vide articulaire aussi. C'est en faveur de tout ce qui est dégénératif. C'est quoi le diagnostic? Pardon? Scléose iliaque condensant, ici. C'est dégénératif ou inflammatoire? Dégénératif. Oh, parce qu'elle est triangulaire, donc ça fait arthrose. Ça fait arthrose. On a vu ici, il y a aussi la condensation de la symphyse. Lorsqu'il y a les deux atteintes comme ça, ça fait arthrose. En coupe scanographique, voilà l'ostéose iliaque. Elle a touché les deux berges avec prédominance iliaque. Vous voyez la tonalité par rapport à tout ce qui est rhumatismal. Elle est très dense et les limites sont très marquées. Et voilà l'arthrose. Ça, c'est une coupe coronale qui a passé par la partie tout antérieure. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas le sacrum. Ça, c'est quoi? On a l'arthrose, oui. Arthrose érosive. On voit les érosions qui sont à limite marquées, à la différence de sacroïlite rhumatismale. Donc voilà les caractéristiques de l'hyperostostochondra dans tout ce qui est dégénératif. Donc la condensation, elle est dense, comme on a vu. Les limites sont nettes et l'épaisseur, elle est variable. De quelle coupe? Coronale, oui, qui a passé par l'articulation sacro-iliaque. C'est quoi le diagnostic? C'est une arthrose. Pourquoi? La condensation, le vide et les ostéophytes. C'est quoi le diagnostic? Arthrose dégénérative. La condensation, bien visible, bien limitée, elle est dense. Ça, c'est quelle coupe? Coronale, oui, qui a passé par le corps. On peut dire le corps de sacrum qui a pris l'articulation en totalité. Ça, c'est la même patiente. Lorsqu'on on coupe le sacrum dans le plan coronal et on passe vers l'avant, la condensation augmente. Vous voyez? Ça, c'est la même patiente. On coupe de l'arrière vers l'avant, la condensation augmente. Ça fait arthrose. C'est juste l'arthrose. On ne peut pas trouver ça dans tout ce qui est rhumatismal. Et voilà, la coupe toute antérieure, la condensation augmente. C'est bon? On passe aux géodes. On voit des géodes dans tout ce qui est dégénératif. Et pour les géodes, sont de taille variable. Il y a une géode de grande taille, une géode de petite taille. Ces géodes-là sont entourées de condensation, de liseré de sclérose. Donc ça, c'est typique de tout ce qui est dégénératif. Voilà. Ça, c'est en coupe coronale, ça est en coupe axiale. Il y a une erreur. Donc voilà, les géodes sont peu fréquentes, de taille variable, et sont entourées d'un liseré de sclérose et sont marquées par un contenu hydrique ou gazeux. Ici, pour l'internine articulaire, ici, il y a un pincement articulaire. Un pincement articulaire, et ici, l'internine, elle est presque conservée. Donc, avec, bien sûr, le vide articulaire. Et les ostéophytes, la condensation qui est très dense et à la limite nette. Donc, l'internine articulaire dans l'arthrose, ou tout ce qui est dégénératif,
elle est soit normale, soit on peut avoir un pincement focal avec gaz articulaire. Ça, c'est quoi? Le diagnostic HV, oui. Pourquoi? Ici, sur le plan anatomique, qu'est-ce qu'on a ici? Le ligament sacroiliaque antérieur. Ici, elle est calcifiée, elle est ossifiée. Elle est ossifiée. Ça ne fait pas sacroiliite rhumatique. Ça ne fait pas ankylose. Parce que l'interligne articulaire est conservée. Cette coupe passe par la partie toute supérieure de l'articulation sacroiliaque, coupe axiale. Très bien. Voilà un autre exemple. La même chose, c'est une coupe axiale qui a passé par la partie supérieure de l'articulation et on a l'ossification de ligament sacroiliaque antérieur qui a réalisé un pan antérieur. Un mot sur les variantes anatomiques. On peut avoir un complexe iliosacré, surtout à la partie moyenne de l'articulation. On peut avoir une articulation sacroiliaque accessoire, comme on peut avoir un os iliaque épipartite. Ces variations anatomiques peuvent se compliquer d'une arthrose et peuvent être prises à tort, comme surtout à l'IRM. Ça, le problème se pose surtout à l'IRM, peuvent entraîner des œdèmes. Les œdèmes secondaires à l'IRM et peuvent être interprétés à tort comme inflammatoires. Donc voilà une coupe scanographique coronale qui montre une articulation sacroiliaque accessoire compliquée d'arthrose. Et voilà le complexe ilio-sacré, moyen, compliqué aussi d'arthrose. Donc, en conclusion, il y a des nuances pour différencier entre les sacroiliaques rhumatismales et sacroiliaques dégénératifs. Surtout, ces nuances-là peuvent se baser sur la localisation dans le plan sagittal. Pour la sacroiliite rhumatismale, elle peut atteindre les différents segments, que ce soit supérieur, moyen ou inférieur, alors que tout ce qui est dégénératif, elle prédomine au tiers moyen. Donc, pour la localisation antéro-postérieure ou le plan axial, dans la sacroiliite rhumatismale, l'atteinte peut intéresser que ce soit la région antérieure que postérieure. Pour la sacroiliite dégénérative ou l'atteinte sacroiliaque dégénérative, elle prédomine à la partie antérieure. On a dit pourquoi. Il y a la surcharge mécanique et surtout à la partie antérieure. Donc, pour la localisation sacro-iliaque, pour la sacroiliite rhumatismale, il y a une prédominance de l'atteinte, prédominance iliaque au début. Pourquoi? Parce que le cartilage iliaque, il est mince par rapport au cartilage sacré. Donc, lorsqu'on a une atteinte inflammatoire, le début peut toucher la berge iliaque au début. Donc, alors que tout ce qui est dégénératif touche le triangle antérieur, que ce soit sacré ou iliaque. Pour l'aspect de la condensation, on a dit qu'elle est étendue à berge floue modérément dense, alors que dans tout ce qui est dégénératif, on a l'ostéocondensation secondaire, elle est moins étendue, plus dense et mieux limitée. Pour l'aspect de l'interligne articulaire, elle est pseudo-élargie, irrégulier, voire pincée, dans tout ce qui est rhumatismal. Pour la sacroiliite dégénérative, l'interligne elle est soit normale, soit on peut avoir un pincement focal. Pour l'ankylose articulaire, elle est exclusivement dans la sacroiliite inflammatoire. Jamais d'ankylose dans l'atteinte sacroiliaque dégénérative. Par contre, cette ankylose elle est remplacée par les ostéophytes, les pans osseux antérieurs, et on a dit qu'on n'a jamais pas d'ankylose transarticulaire. Les lésions intriquées, dans la sacroiliite rhumatismale, on voit des lésions dites panachées. On peut avoir les différentes lésions, les érosions, les pérostoses et l'ankylose. Alors que dans l'atteinte sacroiliaque dégénérative, on a une prédominance de tout ce qui est condensation. Et bien sûr, pour le vide articulaire, elle est surtout d'origine dégénérative. Pour l'atteinte rhumatismale, elle est rare. Le vide articulaire peut exister, mais elle est rare. Et je vous remercie.
Merci, professeur Zahir, pour la qualité de ce travail. C'est très net. D'accord? Bien sûr, c'est difficile d'apprendre tout ça ce matin, mais vous aurez l'enregistrement et au fur et à mesure, vous allez la revoir, cette intervention, et vous allez voir un petit, vous allez essayer d'inclure ces différentes coupes, parce que c'est ça le plus important. Ça, c'est très, très bien fait. Je crois que c'est très important de les revoir pour interpréter les radios et les scanners de nos malades. La discussion est ouverte. Oui, Jebran? Non. Il y a la radio, c'est l'exemple. On peut avoir une ankylose dans la radiographie. Pas la peine de faire. Oui, de plus en plus, on voit des formes borderline, mécaniques, inflammatoires, sportifs. Oui, les sportifs, c'est surtout l'œdème. C'est pas l'atteinte sportive à haut niveau. Ils peuvent se compliquer d'arthrose. Mais surtout, on peut avoir une radiographie sacroiliaque normale. Dans ce cas, il faut passer directement à l'IRM. Pas la peine de passer par le scanner. S'il y a des anomalies à l'IRM, les radiologues, ils peuvent compléter. Mais chez les sportifs, radio, même dans la sacroïlite rhumatismale, lorsqu'il y a des signes, surtout signes douteuses, c'est radio. S'il y a un doute, l'IRM. Et s'il y a un doute à l'IRM, on passe au scanner. Actuellement, il y a le scanner à double énergie. Va probablement remplacer la radiographie. Et même probablement. Oui. Mais on ne reçoit pas tous les. Oui, on ne reçoit pas toutes les coupes. On ne reçoit pas toutes les coupes. Juste des quelques coupes, on peut pas. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Ça dépend de votre prescription. Les coupes, c'est les coupes du corps. Si vous suspectez un traumatisme, la coupe, on peut demander les différentes coupes, les quatre coupes. Si vous suspectez une sacroïlite rhumatismale, c'est la coupe du. On a dit que la sacroïlite, l'atteinte sacroïliaque rhumatismale peut toucher les différents segments. Donc je peux demander toutes les coupes. Et lorsque je suspecte pathologie dégenérative, je peux se contenter de tout ce qui est antérieur à des coupes axiales. Je voulais juste ajouter la question de Dr. Jebran, c'était par rapport à la forme féminine. La forme féminine, c'est surtout, elle est très particulière. Il y a généralement le syndrome inflammatoire qui n'est pas très marqué, il y a l'effet CLJ parfois, donc c'est surtout l'IRM, ce n'est pas le scanner qu'il faut demander pour voir est-ce qu'il y a de l'inflammation infraclinique et bien sûr infraradiologique. Pas le scanner, c'est surtout l'IRM. Donc, en résumé, c'est-à-dire la question qu'il faut se poser, quand demander un scanner de sacroiliaque? Selon les radiologues, c'est en troisième position. Ce n'est pas en deuxième position. Oui, c'est en troisième. Effectivement, c'est en troisième position. Après l'IRM. S'il y a un doute, ce qui est mécanique, inflammatoire à l'IRM, passe au scanner. Le scanner illustre très bien les signes dégénératifs ou inflammatoires dégénératifs. Problème structural. L'IRM, c'est surtout pour voir ce qui est inflammatoire, et comme la forme féminine, les formes chez les patients chez qui on suspecte la spondylarthrite, on n'a pas assez de critères ni inflammatoires ni scanographiques, donc c'est l'IRM qui s'impose. Pour le scanner, c'est surtout pour voir les lésions structurales, tout ce qui est érosif, tout ce qui est condensation, tout ce qui est pincement. Donc c'est tout l'intérêt de faire scanner, et surtout quand on a la radiographie chez des patients et on a le doute. On a le doute. Est-ce qu'il y a un pseudo-élargissement? Est-ce qu'il y a des érosions qui ne sont pas visibles? Donc, je pense, à mon sens, il y aura Mme Touel, radiologue, avec nous, mais tout ce qui est structural, c'est le scanner. Tout ce qui est inflammatoire, c'est. Sachant qu'on peut voir les érosions IRM. En T1 FAT7, on peut voir les érosions.
Et la condensation, on peut voir la condensation pour dire ça c'est dégénératif. Or, il faut le scan, pas un scan. Je pense qu'il faut se situer dans des contextes du malade. Oui. C'est-à-dire, on ne va pas demander une image sans avoir un contexte clinique du malade. Oui, d'accord ? exactement. Donc, l'indication, soit de scanner, soit d'IRM, ça dépend de votre cas. Si vous avez un malade où vous avez déjà des rachialgies, vous avez déjà un petit syndrome inflammatoire, vous faites votre sacro-iliaque et n'est pas radiographie, je parle, et n'est pas très nette, là, vous allez faire quoi ? Vous n'allez pas passer au scanner. Oui. Parce que Bien vous sûr. avez un contexte familial Oui. évocateur, Oui. un contexte familial, un contexte clinique évocateur d'inflammation. Mais ça c'est le cas simple. Généralement, on n'est pas souvent face à ce cas-là. C'est lorsqu'on a des malades qui ont des rachialgies. Et les rachialgies, elles sont souvent... C'est-à-dire, dans le tableau typique, ça se pose pas de problème. Mais souvent, c'est des femmes ou bien des sportifs. Et dans les rachialgies, même mécaniques, on peut avoir des réveils nocturnes, on peut avoir une raideur matinale, surtout dans la tête discale. Et donc là, quand vous avez ce contexte-là, avec peut-être un malade peut faire une grippe et le bilan coïncide avec cette grippe-là et vous pouvez avoir un petit syndrome inflammatoire. Donc c'est là où il y a la discussion. Est-ce que je vais aller plus loin, oui ou non ? Et même si vous voulez tester un traitement, vous donnez un anti-inflammatoire, dans les deux pathologies, le malade va répondre. D'accord ? Donc toujours, c'est dans ces cas-là, un petit peu difficile, où vous n'avez pas le tableau typique, il faut prendre le temps de faire le diagnostic calmement. Pourquoi ? Pour éviter de demander un examen qui ne va rien vous apporter. D'accord ? C'est ça le plus important. C'est-à-dire, quand je vais demander un scanner, c'est-à-dire ce scanner-là, il va me résoudre un problème. Je ne vais pas le demander pour après, je n'arrive pas à résoudre le problème de mon malade. Et donc, c'est pourquoi j'insiste sur le moment où vous allez demander une imagerie. D'accord ? Et ça, c'est très important. Un malade qui n'a pas de fascialgie, vous n'allez pas faire une IRM. Vous n'allez rien trouver, il n'a pas de douleur, il n'a pas d'inflammation. Vous allez chercher les lésions séquelaires d'une inflammation antérieure. Ce n'est pas un critère pour poser un diagnostic. D'accord ? Donc, c'est très important de voir les indications de chaque examen et de demander un examen en fonction de votre contexte clinique de votre malade. C'est ça le plus important. Et si je le demande, ça veut dire j'attends les résultats. Si votre examen ne vous permet pas de trancher, c'est qu'il a été plus ou moins mal indiqué. Donc c'est ça le plus important à retenir. C'est vrai, c'est des belles images, etc. C'est pas ça le plus fréquent. Le plus fréquent, et on vit ça ensemble. Chaque fois, on va aller demander l'avis de radiologue, etc. C'est dans les cas un petit peu. Et dans les cas difficiles, ne craignez rien. Ça veut dire dans les spondylarthropathies, où vous n'avez pas le tableau typique avec le risque de destruction, etc., prenez votre temps. Un malade qui n'a pas détruit au début, voilà, il ne va pas détruire dans 5 ans, 8 ans, 10 ans. Donc prenez votre temps de faire le diagnostic calmement. Vous pouvez demander bilan inflammatoire 2 à 3 fois si vous n'avez pas d'inflammation biologique. Donc vous pouvez chaque fois demander une CRP pour bien sûr voir cette CRP. Donc surtout, ne demandez pas des examens comme ça de façon abusive. Parce qu'une spondylarthropathie non radiographique ou bien qui débute par un tableau qui est très minime, tranquillisez-vous, il ne va pas détruire rapidement. D'accord ? Donc prenez votre temps de faire le diagnostic calmement. Et n'oubliez pas de demander l'HLA B27. Quand vous avez le doute, surtout dans la SPA axiale, donc 90%, ils sont HLA B27. Donc au lieu de s'acharner dans les bilans radiographiques, et notamment est-ce que l'IRM, scanner, etc., allez-y vers un bilan qui est plus sûr. Et ce qui fait partie, c'est la voie aussi d'entrer dans les SPA. Donc, surtout ça, c'est très important de demander un bilan en fonction de contexte clinique et j'attends qu'il me guide, qu'il m'oriente. Et non pas après, je fais un examen et je ne vais pas avancer dans le diagnostic. C'est ça l'élément le plus important. Je pense que le problème suppose lorsqu'il y a une indication à la biothérapie. C'est ça le problème. Résistance. Alors, avec le tableau clinique, les évocateurs, l'imagerie pauvre. C'est ça le problème. Il y a une indication. Quelle base je vais démarrer? C'est ça le problème. Réalité. Mais dans notre contexte, quand on veut démarrer, nous... Surtout au privé. Oui, même au privé. L'élément le plus important quand vous avez l'imagerie négative,
de s'acharner chaque fois à demander une CRP. 2, 3, 4 fois, tous les 2 mois ou bien tous voilà, pour objectiver à un moment X l'inflammation. Et si le malade ne répond pas. Et si, ça c'est très important, si vous commencez une biothérapie, 2, 3, 4 perfusions et le malade ne répond pas, c'est que vous n'êtes pas dans une spondylarthropathie. Et vous devez arrêter le traitement et revoir, voilà. Ça c'est très important. Même si vous avez un malade dans les moyens, on a une réponse anti-inflammatoire, donc on va passer à une biothérapie. Donc soyez sûr que s'il ne répond pas, aucune réponse, c'est que vous êtes dans une fibromyalgie, surtout sur une femme. Et vous n'êtes pas dans un rhumatisme. D'accord? Parce que généralement, c'est exceptionnellement qu'un malade espérant ne va pas répondre à une biothérapie, premier agent anti-TNF. Donc, tout ça, ça demande un petit peu, comme vous prenez un malade, son contexte clinique, c'est-à-dire vous allez le suivre comme une histoire. Et en fonction de chaque épisode, soit je vais faire prendre cette orientation ou une autre orientation. D'accord? Donc, ce n'est pas grave si je rate le diagnostic, comment biothérapie, et le malade ne répond pas, je vais pas aller switcher vers un autre agent biologique. C'est ça le plus important. Quand je n'ai pas des arguments solides, alors je ne peux pas, après 3-4 mois d'un anti-TNF par exemple, je vais aller switcher vers un autre. Non, s'il ne répond pas, je dois revoir mon diagnostic. Surtout si je n'ai pas des éléments sûrs de diagnostic. Et ça, c'est très important dans la prise en charge d'un malade. Moi, je veux juste rajouter, je rejoins parfaitement Madame Genani, elle a insisté sur, c'est-à-dire il faut prendre le patient dans son ensemble. Il ne suffit pas de poser les diagnostics uniquement par l'imagerie, donc bien sûr il faut avoir des arguments cliniques, c'est important, les arguments cliniques, les arguments biologiques. Mais à mon avis, en pratique, l'indication de l'imagerie en pratique, c'est surtout pour poser le diagnostic d'une spondylarthrite axiale chez des patients qui n'ont pas assez de critères. Une femme, par exemple, ou bien un patient qui a des rachialgies, plus ou moins des fascialgies, qui a une CRP positive, on n'a pas assez de critères, l'HLB27 il est absent. Donc notre indication en pratique de faire l'imagerie sacro-iliaque, c'est surtout pour poser le diagnostic d'une sacro-iléite et voilà, donc c'est plutôt dans un but diagnostique, rarement dans un but thérapeutique. Généralement, les patients, ils ont assez de critères pour de l'arthrite, on les traite mieux. Mais quand on fait l'IRM ou bien on fait le scanner, c'est surtout quand on n'a pas assez de critères pour poser le diagnostic d'une spondylarthrite axiale. Il y a d'autres questions? N'hésitez pas surtout à poser des questions. Moi, je vais poser une. Quand vous parlez des stade 0 normal, 1 pseudo-élargissement, 2, etc., est-ce qu'on peut avoir un stade sans passer par le stade précédent? Il y a un retard diagnostique. Normalement, il faut passer par l'inflammation dans la physiopathologie de l'arthrite. Il y a l'inflammation, l'érosion et la condensation, puis l'ankylose. Donc, je pense qu'il faut passer par les trois phases pour y arriver à l'ankylose. Mais dans certaines images scanographiques surtout, on n'a que la condensation. Oui, donc, et on n'a pas... Le scanner, les lésions scanographiques sont retardées par rapport à l'IRM. Sachant qu'on peut ne pas avoir les érosions, parce qu'il y a des phénomènes de construction osseuse. Donc on peut avoir juste la condensation, alors que le patient a déjà passé par les érosions, il a déjà construit les érosions. Et c'est ça l'élément le plus important. Parce que si on suit un petit peu... C'est pourquoi il ne faut pas interpréter le scanner en se basant sur la classification radiographique. D'accord? Ça veut dire l'érosion, etc. Et même actuellement, dans la physiopathologie des spondylarthropathie, on peut avoir la condensation sans avoir l'érosion. Ça veut dire que maintenant, il y a des phénomènes plutôt osseux qui sont là. Et donc, un malade peut condenser sans passer ni par l'inflammation, ni par l'érosion. Et donc, c'est pourquoi vous allez voir dans des scanners, vous allez voir que la condensation. Ça veut dire que ce malade n'a pas passé par la phase inflammatoire. Et ça, c'est très important dans l'interprétation. Cette notion, elle est très importante. Elle est récente parmi les nouvelles les avancées physiopathologiques de la spondylarthrite. C'est qu'il fait intervenir l'os sans passer par les cytokines et l'inflammation. Et donc, c'est pourquoi on a des images scanographiques où vous voyez que la condensation. L'interligne, il est intact.
Ça veut dire que ce malade n'a pas passé par la phase inflammatoire. De construire sans avoir l'érosion. C'est ça l'élément, c'est-à-dire, ça c'est pas le plus fréquent, mais si vous l'avez, c'est ça l'explication. Et maintenant, il y a toujours la recherche physiopathologique dans ce rhumatisme-là pour expliquer un petit peu ce qui se passe vraiment, parce qu'au fur et à mesure, on découvre beaucoup de choses dans la physiopathologie, de l'arthropathie et surtout aussi du rhumatisme psoriasique. L'intervention de plusieurs cytokines. Et donc là, les images qu'il a montrées, professeur Zahir, ça veut dire que c'est des malades qui ont construit sans passer par... Ça, c'est un élément très important à connaître. Aussi bien, même sur la radiographie, il y a des radiographies où il y a la condensation, il n'y a rien au niveau de l'interligne. Rien. Ni érosion, ni déminéralisation, ni pseudo-élargissement. Ça veut dire que c'est un malade qui a construit sans passer par les 3 phases avant la condensation. Ça aussi, c'est un élément très important à prendre en compte. Oui, oui. Ça veut dire qu'on ne demande pas trop le scanner. C'est plutôt quand on demande l'avis des radiologues, entre radio et IRM, c'est eux qui demandent le scanner. Donc c'est ça la situation la plus fréquente dans notre pratique de service. Il n'y a pas de questions. Je pense que... Merci beaucoup, professeur Zahir, pour cette excellente intervention. Et donc là, je vais donner la parole à mon ami professeur Ansar pour la deuxième. Merci beaucoup encore fois, Madame Zahir. Et donc là, nous avons le plaisir d'avoir avec nous, et malheureusement à distance, Madame professeure Njwa Touil, qui est professeure de l'enseignement supérieur à la radiographie des urgences. Nous la remercions vivement pour sa collaboration. Donc, Madame Touil a participé à la première journée, ou bien la première manifestation de la SER. Donc, elle a accepté avec encore gentillesse, malgré sa fatigue. Donc, nous la remercions d'avoir accepté d'intervenir 2 fois avec nous. Et donc, aujourd'hui, elle va nous parler de l'IRM des sacro-iliaques dans l'asthme de l'arthrite avant de nous présenter certaines applications cliniques. On va attendre un petit moment le temps qu'elle se connecte.